Donc, mesdames et messieurs, bonjour. Je tiens tout d'abord à féliciter les organisateurs, particulièrement l'équipe Maroc diplomatique, pour la qualité de l'organisation et pour l'esprit de ce forum. Esprit, car c'est un forum international et de renommée mondiale à travers des invités prestigieux. C'est également un forum ouvert, accompagné d'une couverture médiatique importante qui assure la transmission des valeurs, de la tolérance et également de l'ouverture. Également, c'est un forum avec une programmation multidisciplinaire qui met en relief la ville de Dakhla et toutes ses potentialités. Je suis également fière de participer à cet événement phare qui met en relief et en lumière ses besoins et, parce que les réalisations, tout est là, mais bon, c'est toujours bien de rappeler, ses besoins donc, les 25 années de règne de Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, synonyme d'un quart de siècle d'évolution au service du rayonnement du Maroc. Le Maroc d'aujourd'hui, mesdames et messieurs, porteur de progrès et de prospérité, qui n'a pas construit du néant, mais qui a conféré son histoire séculaire, aspire à être davantage le pays de la tolérance, de la dignité et du bien-être humain. En effet, après une forte mobilisation pour développer massivement le capital physique à travers, entre autres, les infrastructures et les plans sectoriels, le Maroc investit désormais dans son capital humain, en plaçant l'homme au cœur des priorités et des processus de développement afin de lui garantir une meilleure qualité de vie et un meilleur être. Ainsi, et grâce à une vision à long terme et également à une capacité anticipatrice focalisée sur l'homme, Sa Majesté le roi Mohammed VI, alors prince héritier, avait lancé en 1998 la Fondation Mohammed VI pour la solidarité, institution qui continue à jouer un rôle capital dans le domaine de la justice sociale et de la dignité humaine. Et dès son accession au trône, notre roi a fait de la lutte contre la pauvreté, la précarité et les inégalités sociales et territoriales son cheval de bataille, et également l'une des priorités majeures de son règne. Ceci, parallèlement, bien sûr, au lancement de chantiers de réformes de grande envergure qui confèrent aujourd'hui au Maroc une stabilité politique, économique, sociale, sécuritaire et culturelle. Et ce, malgré les enjeux et les défis qui caractérisent tout naturellement notre société et l'environnement géopolitique régional complexe. Mesdames et messieurs, sans avoir la prétention de faire l'analyse ou la synthèse des nombreuses réalisations que connaît le Maroc dans le domaine du développement humain, je souhaite tout simplement faire appel à notre mémoire collective et rappeler quelques événements phares qui ont ponctué cette temporalité des 25 années de règne, avant de revenir sur quelques défis que notre pays devra relever dans le futur au profit de l'homme. Cette ère nouvelle s'est automatiquement distinguée par une volonté ferme et féroce d'opérer des changements concrets en matière de gouvernance publique, notamment territoriale, à travers le nouveau concept d'autorité, la reddition des comptes, la régionalisation avancée, la décentralisation et la déconcentration, et d'autres pratiques qui sont autant de pistes n'ayant comme unique objectif que de permettre aux citoyens d'avoir une voix qui porte. Ainsi, l'exercice de la responsabilité, et quelle qu'elle soit, doit être désormais fondé sur une ouverture, une présence effective sur le terrain pour avoir une approche participative et inclusive des populations. L'objectif étant d'être au service de la population, de la personne, dans le respect de ses intérêts, pour contribuer au développement socio-économique des territoires et des populations, surtout les populations les plus vulnérables. Cette nouvelle orientation dans la gestion de la chose publique s'est vue renforcée en 2004 par le lancement de 2 chantiers
considérés comme des tournants majeurs dans l'histoire du royaume, du fait qu'ils forgent la voie d'un Maroc des droits de l'homme, mais également des droits de la femme. Vous en conviendrez avec moi que comprendre et se réconcilier avec son passé ne peut que permettre à la personne de mieux vivre son présent et surtout de pouvoir se projeter vers un avenir meilleur pour se reconstruire. Et c'était là, justement, l'objectif de l'instance Équité-Réconciliation. Inviter les personnes concernées à faire part librement de leur vécu pendant les années de plomb. Et c'est ce qu'ils avaient enduré, leur permettant ainsi une reconnexion avec eux-mêmes et également avec leur pays. Je partage avec vous, si vous permettez, un témoignage personnel. J'ai eu la chance d'assister à certaines séances, du fait tout simplement qu'elles se déroulaient dans le centre d'accueil de conférences du ministère de Transport et de l'Équipement, qui abritait également mon administration de la formation à l'époque. Et je m'appliquais systématiquement à observer, écouter, sentir l'émotion, la douleur, la colère que ces personnes exprimaient en toute liberté et en toute spontanéité. C'était aussi pour moi essayer de mieux comprendre quelques fragments de ce passé. Les séances étaient teintées de lourdeur, presque d'oppression, mais le fait de tendre la main pour une reconnaissance atténuait petit à petit cette ambiance et permettait à la personne de se reconstruire et également de s'autoriser à vivre en sérénité et en paix intérieure. Cette sérénité témoigne avec force de l'ampleur de cette démarche menée avec assurance par notre pays au service de l'apaisement de l'être humain. Autre réforme majeure importante, en 2004, donc une année de changement, mais qui porte cette fois-ci sur le changement socioculturel, quant à la position de la femme dans la société, à travers la refonte de la Madouana et la promulgation d'un nouveau code de la famille. La finalité est que la femme puisse obtenir les mêmes droits que l'homme et qu'il y ait une reconnaissance pleine et entière de ses droits. Toutefois, force est de constater que malgré l'importance de ce chantier, l'égalité et l'équité recherchées n'ont pas pu se concrétiser complètement. Et certaines lacunes continuent de perdurer, d'où la nécessité de faire évoluer cette Moudouana pour qu'elle s'inscrive pleinement dans les évolutions que connaît notre société avec l'ensemble de ses composantes et qu'elle soit réaliste, opérationnelle et conforme aux principes de charia et des lois islamiques. On ne peut parler de développement humain sans faire référence à l'INDH, grand projet sociétal lancé en 2005 par Sidna, visant à combattre la pauvreté, les inégalités sociales et territoriales, et ayant pour finalité d'assurer et de maintenir la paix sociale. Il a constitué également un filet social pour un mieux-être des populations fragilisées, une meilleure cohésion et, partant, l'édification d'un Maroc solidaire, basé sur des valeurs de citoyenneté et de respect. Je dirais qu'elle se caractérise surtout par sa philosophie qui a introduit la notion d'humanisme dans les relations entre différents acteurs concernés par la gestion de la chose publique et de son socle de valeurs qui sont en soi une sorte de pédagogie de vie et de conduite sociale. Mesdames et messieurs, l'année 2011 s'est caractérisée par le phénomène du printemps arabe et la naissance du mouvement du fin février, mouvements qui ont été gérés avec sagesse et pédagogie. En effet, Sa Majesté le Roi a fait preuve, encore une fois, d'écoute empathique et d'action anticipatrice à travers la mise en place d'une nouvelle constitution qui a apporté des réajustements notoires à la scène politique, bien qu'il n'ait pas traité dans les détails certains sujets. On reconnaît toutefois à cette constitution le mérite d'avoir mis en place une nouvelle approche pédagogique pour la pratique politique. Ainsi, le Maroc
a démontré, là aussi, sa capacité à moderniser son système de gouvernance en introduisant un dosage équilibré entre l'impératif sécuritaire et les libertés publiques et également les droits de l'État et le droit des citoyens au développement. Par ailleurs, et toujours dans la continuité des chantiers focalisés sur l'homme, l'Afrique a été et demeure toujours une des priorités du Maroc. La vocation africaine a pris toute son ampleur sous l'impulsion de Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, qui prône une politique de coopération orientée vers la responsabilisation partagée, la solidarité agissante et l'interaction régionale en matière de développement économique, social et humain. Une politique migratoire ouverte et accueillante a été adoptée, permettant la régularisation de la situation de plus de 25 000 migrants depuis 2014. Aussi, l'ouverture de pistes et de perspectives pour des politiques publiques inclusives telles que l'accès à l'éducation, aux soins de santé et au marché de travail pour les bénéficiaires. Ainsi, le Maroc, traditionnellement pays des migrations, a connu une forte mutation fondamentale, passant d'une terre de transit à un territoire d'accueil des migrés. J'aimerais également, dans le cadre de cette contribution, aborder les filets sociaux et les mécanismes de protection et de sécurisation du citoyen, initiés pour absorber autant que possible les disparités et vulnérabilités sociétales, à savoir la protection sociale et sa généralisation, le programme d'appui direct pour l'acquisition d'un logement et le programme d'aide directe à l'attention des populations vulnérables. Actions qui se sont trouvées renforcées par la solitude sociale qui caractérise notre peuple marocain. Mesdames et messieurs, après 25 années riches de réalisation, le Maroc a besoin aujourd'hui de passer à la vitesse supérieure, voire à la nouvelle ère, celle de la consolidation des acquis et de l'exploration de nouvelles pratiques. Ainsi et afin de relever les défis liés au développement inclusif, il semblerait nécessaire d'instaurer des facteurs de bonne gouvernance pour la conduite d'un développement économique durable, le renforcement du lien social et de la confiance dans ses dimensions interpersonnelles et institutionnelles. Je dirais qu'il va falloir que nous, tous, nous associons aux efforts visant à parachever l'édification du capital institutionnel, accélérer le processus d'accumulation du capital humain, recourir à l'évaluation systématique pour une meilleure visibilité des différents programmes, s'inscrire dans les efforts de promotion de la territorialisation des politiques publiques et faire de l'innovation et du progrès technologique les facteurs déterminants. De même, et pour mettre l'homme au cœur des modèles de développement et garantir ainsi la pérennité des dynamiques de progrès, il serait plus qu'opportun de considérer l'ancrage de certaines valeurs dans la pratique quotidienne comme un atout face aux défis à relever. Ainsi, premier défi est la préservation de la dignité humaine, qui, selon son aspect social et moral, est définie de manière simplifiée comme le respect de tout être humain mérite, autant que composante essentielle dans les processus participatifs de planification et comme objectif ultime SMART à atteindre. Il est de ce fait le pilier et le levier décisif capable de porter toute personne vers une vie décente et respectable, comme il peut la rendre vulnérable au mépris et à l'injustice. Autre valeur, autre défi, la valeur importante est entrée parce qu'elle a un grand impact sur le développement social et également sur le ressenti de la personne. C'est la confiance. Sans confiance en soi et en les autres, sans confiance en ses capacités et potentialités, vous en conviendrez avec moi, la personne ne peut ni s'affirmer socialement, ni réaliser ses rêves, ni avoir l'aptitude à vaincre ses doutes, à faire face aux élias et également aux opportunités de la vie, surtout si l'image de soi et l'estime de soi ne sont pas suffisamment développées. La confiance ne se décrète pas, la confiance se développe, la confiance se travaille.
et nécessite la sincérité dans les propos et dans les actes et l'authenticité dans les comportements. Et comme disait Jean-Paul Sartre, la confiance, c'est être le même à travers toutes les situations. Autre défi, mesdames et messieurs, est lié à la valeur participation en tant que pratique déterminante, d'autant plus que les conditions sont aujourd'hui réunies au sein de la société marocaine pour une nouvelle culture de l'intérêt commun, une nouvelle culture de développement basée sur le don de soi, sur le travail en équipe, sur le partage des connaissances, sur l'attitude à rendre compte et à assumer ses responsabilités. Et croyez-moi, mesdames et messieurs, ma pratique et mon expérience de plus de 16 ans dans le domaine du développement humain me donnent aujourd'hui la légitimité de considérer la participation citoyenne comme le véritable moteur de la transformation sociale, car elle traduit des choix sociétaux majeurs, fondateurs d'une société solide et démocratique, visant à améliorer la qualité de vie des populations, renforcer le vivre ensemble et contribuer ainsi à façonner une vision commune de l'avenir. Autre et dernier défi, et non des moindres, porte sur les acteurs de la société civile, défendeurs des droits de la population et qui jouent un rôle prépondérant dans la dynamique territoriale de développement ainsi que dans le processus de maintien de l'équilibre social. Toutefois, force est de constater que leurs ressources, aussi bien humaines que financières, sont le plus souvent limitées et insuffisantes et que leur accompagnement qualitatif en matière de formation et de renforcement de capacité ne permet pas toujours d'atteindre les performances souhaitées, chose qui nécessite une attention particulière afin que la société civile puisse jouer ses différents rôles, tant sur le plan économique que social. Pour conclure, mesdames et messieurs, je dirais que le Maroc a réussi à poursuivre son évolution dans la continuité et la stabilité, malgré une conjoncture internationalement caractérisée par plusieurs incertitudes et imprévisibilités. Des progrès et des réalisations ont été enregistrés et l'image d'un Maroc encore plus prospère se dessine. Toutefois, des insuffisances persistent encore, chose normale, car on s'adresse à l'élément humain et on s'adresse également au territoire avec toute leur complexité. Aussi, investir encore et davantage dans le capital humain, en l'occurrence la jeunesse, notre principale richesse, à travers l'éducation, la formation initiale et la formation professionnelle, ne peut évidemment que permettre à cette jeunesse d'évoluer harmonieusement, d'être intégrée économiquement et socialement, et de ne plus vivre les atrocités de l'alphabétisme et de la marginalisation. J'emprunte l'idée de Kofi Annan qui dit « Toute société qui ne réussit pas à puiser dans l'énergie et la créativité de sa jeunesse se retrouvera distancée. » Dans ce cadre, le Maroc, mesdames et messieurs, a besoin de tous ses enfants et de toutes ses richesses. Notre devoir et notre devoir citoyen est d'y participer activement afin que les droits et les acquis enregistrés soient renforcés, permettant un meilleur ancrage social et territorial et œuvrant à continuer à faire jaillir de la lumière, quelques rayons de lumière chez les laissés pour compte, et également de rendre les invisibles visibles sous la conduite éclairée de Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste. Merci.